L'électron est une particule au moment où on le projette à travers les fentes. Et pourtant, il forme sur le panneau un motif qui semble signifier que cet électron unique serait passé à travers les deux fentes en même temps. Une particule microscopique peut-elle se cloner spontanément en plein vol? Après des années d'études, les scientifiques ne savent toujours pas exactement ce qui se passe. À plusieurs endroits en même temps. La particule arrive à sentir la présence des deux fentes, à passer à travers les deux, et par la mécanique quantique, à sentir la structure des deux fentes pendant l'expérience. La plupart des physiciens sont d'accord pour dire que les calculs se tiennent et mènent à une conclusion indéniable qui peut être confirmée par des mesures expérimentales. Mais ce qui se passe exactement et comment, c'est encore un sujet à débat. C'est très mystérieux. Les particules sont des ondes. Lorsqu'on regarde, elles restent des particules. On ne le regarde pas. Adopte les propriétés des ondes. Alors comment peuvent-elles avoir les propriétés qu'on attribue normalement à des autres? On appelle ce phénomène l'énigme quantique. Comment le simple fait de décider si l'on va ou non observer quelque chose peut-il changer le comportement de cette chose? Il existe une explication technique. Pour observer quelque chose, il faut entrer en interaction avec un système. Par exemple, il faut éclairer ce que l'on veut observer. La lumière frappe l'objet et revient à notre œil. C'est comme ça qu'on peut savoir que la balle de baseball se trouve à tel ou tel endroit. Quand il s'agit de particules macroscopiques, ça n'a pas vraiment d'effet sur elles. Mais pour des particules microscopiques, le simple fait de faire rebondir de la lumière dessus modifie leur position et leur mouvement. Dans l'univers microscopique, les photons de lumière ont à peu près la même taille que les particules subatomiques et ont donc un impact important lorsqu'on éclaire les particules pour les observer. Mais cela n'explique pas pourquoi la lumière ne se contente pas de modifier la trajectoire des particules. Pourquoi l'observation modifie-t-elle carrément la nature de ce qu'on observe? Quand on regarde une chose, cette chose est une particule. Et quand on ne la regarde pas, cette chose est une onde. C'est un sujet qui divise les scientifiques depuis près d'un siècle. Et on n'a toujours pas atteint de consensus. Dès leur première publication, il y a un siècle, les résultats de cette expérience ont suffi à semer le trouble dans l'esprit le plus éclairé du monde scientifique. Les conclusions stupéfiantes de l'expérience des fentes de Young ne s'arrêtent pas là. Au cours des dernières années, la technologie a permis aux scientifiques de procéder à une variation fascinante de cette expérience. Et les résultats remettent en question notre perception même du temps. On projette des électrons sur un panneau à deux fentes, mais les scientifiques peuvent attendre, avant de décider de les observer ou non, que les particules aient franchi les fentes, tout en n'étant pas encore parvenues au deuxième panneau. C'est comme si je me trouvais sur un terrain de baseball et qu'on tirait une balle en direction du panneau à fente. Mais au dernier moment, avant que la balle ne touche le deuxième panneau, j'ouvre les yeux et je l'observe. Et non pas à travers les deux à la fois comme elle l'aurait fait en se comportant comme des ondes. C'est de la folie. C'est ça l'énigme. Notre choix de la façon dont sera menée l'expérience détermine l'état antérieur de l'électron. D'une façon ou d'une autre, on a une influence sur la particule, qui semble agir dans le passé. Les scientifiques ont rapidement cherché à les élucider, à les étudier et à les résoudre. Mais en essayant de comprendre ce qui se passait exactement dans ce royaume subatomique étrange, ils découvrent quelque chose de complètement inattendu. La nature refuse de les laisser comprendre. Quand on observe le monde microscopique, on découvre qu'il existe une incertitude fondamentale dans presque toutes les quantités qu'on cherche à mesurer. Et ce n'est pas un problème dû à la façon. Les scientifiques appellent ce phénomène le principe d'incertitude. Et aussi étrange que soit ce principe, c'est sans doute le concept le plus profond à émerger de l'univers microscopique. On n'en peut tout simplement rien savoir avec une certitude absolue.
Dans la mécanique quantique, nous ne savons pas nous situer dans le monde à nous-mêmes en tant qu'observateurs, comme une partie en plus du système physique que nous décrivons. La seule façon que nous connaissons d'étudier la mécanique quantique, comme on l'entend traditionnellement, c'est en maintenant l'observateur en dehors du système qui est décrit. Quand on le met dedans, on se retrouve devant tout ce paradoxe. Et en mécanique quantique, nous nous voyons obligés de dire des choses comme « Regarde, le livre fait ce qu'il fait pour la mécanique quantique, et moi je le vois parce que je suis là, et je le vois. » Et c'est mieux que tu ne tentes pas d'analyser la deuxième partie de la phrase depuis un point de vue de la mécanique quantique, parce que cela ne marchera pas. C'est pour cela qu'il y a deux lois de l'évolution des systèmes physiques. Une pour quand tu ne regardes pas, et une autre pour quand tu le fais. Mais c'est de la folie. Il est impossible d'arriver à mathématiser ou que l'on applique une formule mathématique à l'acte même dans lequel un observateur conscient trouve la réponse. Les gens disent, mais s'il y a des dispositifs de médiation, l'appareil l'enregistre et il est là, dans une cassette enregistrée. Mais si j'oublie une partie de l'équation, quelqu'un doit regarder la cassette. Et jusqu'à ce que quelqu'un la regarde. Sur la cassette, il n'y a rien. Quand tu ne regardes pas, il y a des ondes de possibilités. Quand tu regardes, il y a des particules d'expérience. Les particules que nous imaginons comme quelque chose de solide, en réalité existent dans ce qui s'appelle une superposition, une onde dépliée de positions possibles. Elle s'y trouve dans tout en même temps, mais au moment où tu la regardes, elle se met dans une seule des positions possibles. Il est facile de créer des situations dans lesquelles les équations du mouvement prévoient que, par exemple, l'onde de fonction, le psi d'un ballon de basket, se distribue de façon uniforme sur tout le terrain. Nous n'avons aucune idée de l'aspect que pourrait prendre un tel état. Selon la loi de la mécanique quantique, en théorie, c'est un état dans lequel la question n'a même pas de sens d'être formulée. Où est le ballon? Cela correspond, selon la loi de la mécanique quantique, à demander où est un ballon de basket dans la psi est réparti de façon uniforme sur tout le terrain. C'est l'équivalent logique de demander, par exemple, l'état civil du numéro 5. Vous comprenez? Il ne s'agit pas du fait que tu ne connaisses pas la réponse. Il ne s'agit pas que tu saches si le numéro 5 est marié ou pas. Pour commencer, la réponse est totalement inappropriée. Le numéro 5 n'a pas d'état civil. Pas de sujet sur lesquels poser une question. Et de la même manière, une balle dont la fonction d'onde est distribuée de façon uniforme sur tout le terrain, par cohérence, n'a pas de position que l'on puisse définir. Le fond du problème du mesurage est autre. Même si l'équation de Schrödinger prévoit, dans certains cas, les circonstances que nous savons reproduire dans un laboratoire, les ballons devraient se présenter dans des états pour lesquels il n'y a pas de phénomène compréhensible, des états dans lesquels on ne peut pas formuler une question raisonnable sur leur emplacement. Et même ainsi, lorsqu'on regarde le terrain dans ces situations, nous voyons toujours un ballon ici, un ballon là-bas, et un autre encore plus loin. Le fait de voir le ballon dans un endroit précis, au lieu de le voir comme s'il s'agissait de science-fiction, impossible à imaginer puisque nous ne pourrions pas demander cette position, et également le fait de toujours le voir dans un endroit concret, est un non-accomplissement explicite des équations du mouvement. Et c'est exactement à ce point que le problème du mesurage surgit. Si nous regardons, les choses se passent. En mécanique quantique, c'est que le monde est beaucoup plus riche que ce que l'on en voit. Lorsque l'on regarde une particule, on la voit en un endroit et un seul. Selon la physique quantique, quand on ne la regarde pas, cette particule existe partout. La probabilité est peut-être plus forte de la voir à un endroit plutôt qu'à un autre. Mais l'éventail de possibilités est en fait infiniment vaste. La mécanique quantique introduit des ondes partout, même pas attachées à la matière, les électrons sont des ondes, donc remplissent tout l'univers, un électron remplit tout l'univers, donc il y a déjà la notion de vide va être fortement bouleversée. Mais s'il s'agissait d'objets quantiques, nous pourrions être plus sceptiques. Jusqu'à quel point pouvons-nous supposer que les systèmes que nous observons existent réellement, avec toutes leurs propriétés, indépendamment de notre observation et avant même notre observation?
Je voudrais poser une question certainement basique. Comment le système sait qu'on le mesure? Mais personne n'en sait rien. C'est ça le truc, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle une réduction du paquet d'ondes. C'est-à-dire, quand le système, je reviens toujours à l'exemple de l'électron dans un état superposé. Quand l'électron est dans l'état A plus B. D'accord? Si je ne fais pas de mesure, il demeure dans l'état A plus B. Maintenant, si je fais une mesure de la position, je vais trouver B. Donc, aussitôt après la mesure, l'état quantique de l'électron, ça ne sera plus A plus B, puisqu'il est localisé, ça sera B. Donc, quand je fais une mesure, le système passe de A plus B à B, en l'occurrence. Mais il y aura d'autres cas où, sur le même système, si je refais une mesure de position, je trouverai non pas B, mais A. Et dans ce cas-là, après la mesure, l'état du système, ça sera A et pas B. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'un système, parce qu'il est mesuré, réduit son paquet d'ondes, il transforme la somme qui le décrit en un terme unique? On n'en sait rien. Il y a des gens qui ont pensé que c'était la conscience de l'observateur. Il y a des gens, voilà, etc. Il y a des tas d'hypothèses qui ne sont pas tranchées. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc c'est une question ouverte, si vous voulez, parce que quand vous avez un tel phénomène qui se produit, on a envie de se poser la question que vous posez, c'est-à-dire qu'est-ce qui est l'acteur de la réduction du paquet d'ondes? Est-ce que c'est l'appareil de mesure? Est-ce que c'est la particule qui se dit tiens, on m'observe, je vais prendre position parce que c'est au sens propre du terme, hein. C'est-à-dire cette ambivalence dans laquelle je suis va énerver les gens, donc non, mais dans la vie, ce qui est marrant, c'est que le monde quantique ressemble au monde dans lequel nous sommes. Quand vous êtes observé vous-même, il y a un certain nombre de comportements que vous annulez. D'accord? Regardez, au feu rouge, les gens se grattent le nez sans savoir qu'ils sont observés. Et puis dès qu'ils se voient qu'ils sont observés, ils arrêtent. Donc le fait que l'observation change nos comportements est quelque chose d'assez commun dans le monde dans lequel nous vivons, dans le monde social. Et l'étonnant, c'est de le retrouver d'une certaine façon, et je mets des guillemets, dans le monde quantique. À l'Assemblée, il y a beaucoup plus de députés quand il y a des caméras. D'accord? Donc vous êtes d'accord que l'observation change nos comportements. Niels Bohr, le père de la physique quantique, a dit « Quiconque n'est pas choqué par la théorie quantique ne la comprend pas ».